Et on retrouve tout de suite l'instant paradoxe de Talal Shakir. Et ce matin, plein feu sur l'implication royale au Sahara. La parole est à vous, Talal. L'instant paradoxe avec Talal Shakir. Le 40e anniversaire de la Marche verte aura été porteur de renouveau et de dynamisme pour nos provinces sahariennes. Le discours royal du 6 novembre à Laayoune avait annoncé une panoplie de projets, dont une construction d'une autoroute, entre autres. Moins de 3 mois plus tard, le souverain enchaîne la mise en avant de projets porteurs d'investissement et d'emploi. Le projet Nour 1, les halles de poissons, la barge de désalinisation d'eau de mer d'Ouad Massa, ainsi que d'importants projets d'assainissement liquide et alimentation en eau potable de la ville de Dakhla, dont le coût d'investissement global est estimé à 495 millions de dirhams. Ces chantiers viennent confirmer l'élan du Maroc dans la valorisation de ces régions pour asseoir un développement au vu des métamorphoses démographiques et urbaines des villes du sud, à savoir Dakhla, Laayoune et Bojdour notamment. Les 40 premières années ont été marquées par le règne de feu Hassan II, qui institua une réelle culture de l'infrastructure dans nos provinces sahariennes. Puis, sur une dizaine d'années, Sa Majesté le roi Mohamed VI y inspire un vent de continuité dans l'amélioration des modes de vie, tout en ancrant le Sahara marocain dans un esprit incluant des valeurs environnementales et structurantes. À titre d'exemple, le projet d'assainissement liquide de Dakhla, 245 millions de dirhams, souhaite fournir une réponse soutenable aux contraintes de l'urbanisation. En lendemain de la COP 21, le Maroc, futur pays hôte de la COP 22, présente pour cette zone des arguments attrayants pour le renforcement de l'intérêt touristique, la préservation des écosystèmes et le développement socio-économique de la région dans son ensemble. L'objectif de ce papier n'est pas de revenir techniquement sur les projets présentés, mais plutôt de percevoir l'engagement du Royaume du Maroc dans la répartition équitable de ses efforts au travers de ces 12 régions. À ceux qui sous-entendent que le Maroc ferait de sa politique des choix complaisants en favorisant une zone par rapport à d'autres, la réponse est prête à être lue. Le Maroc est un pays souverain pour qui aucune recommandation n'est à négocier, que ce soit de la part de la MINURSO, dont la mission devrait se limiter aux compétences qui sont les siennes, ou de la Cour de justice européenne quant à la répartition de notre effort national et notre richesse. La question du Sahara marocain est non négociable et ne souffre d'aucune ambiguïté. L'actualité en débat, 7h30, 10h, les matins luxe. Et le Maroc qui poursuit sa politique de développement au Sahara marocain, c'est l'objet de l'instant paradoxe ce matin. Mélanie Frédéric-Sigli, la chronique de Talal Shakir est on ne peut plus claire. J'ai même envie de dire qu'on pourrait envoyer son papier à la Cour de justice européenne. Ah bah c'est flatteur. Vous savez, je pense que cette question du Sahara, moi, ça fait déjà quelques mois que je vous dis, je pense qu'elle va trouver une solution. C'est un dénouement relativement prochainement. Parce que concrètement, la question du Sahara aujourd'hui, elle pose beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en a posé. Le statu quo depuis une quarantaine d'années, si vous voulez, ne profite plus à l'Algérie et ne profite évidemment pas du tout au Maroc. Et concrètement, maintenant, il pose un problème sécuritaire accru. On est dans évidemment, on sait que cette problématique d'intégrité du territoire qui est menacée par le Polisario soutenu par l'Algérie, concrètement, pose la problématique déjà de l'intégration régionale économique. Or, concrètement, on se retrouve avec quoi au niveau du Maghreb ? On a une Libye qui est totalement délitée, donc qu'il va falloir contenir même au niveau des flux migratoires. Et au niveau des risques terroristes. Et une des rares manières de contenir cette dimension-là, c'est d'arriver globalement à un Maghreb qui est plus stable. Et ça passe par une intégration économique et donc par le règlement de ce conflit-là. Ensuite, on a de plus en plus quelque chose qui est l'infiltration de potentiel des camps. Des camps au sud par des agents ou des terroristes de Boko Haram. On a une problématique sécuritaire qui là aussi concerne absolument tout le monde dans la région. Donc d'une manière générale, quoi que l'on voit actuellement de la virulence des derniers feux, si vous voulez, de la diplomatie du Polisario, on se rend compte que concrètement, les éléments nécessaires à la mise en œuvre d'un règlement là sont conséquents et sont vraiment très favorables. Par ailleurs, on voit que le Maroc change considérablement sa donne au niveau diplomatique
et puis un programme de développement économique qui contre une grande partie des discours justement sur les inégalités d'accès aux ressources pour les populations sahraouies. Donc tout ça mis bout à bout, moi je vous dis, je pense sincèrement que cette question du Sahara n'a jamais été mieux positionnée pour se régler. Même si ces derniers temps, on a vu, mais parce que c'est toujours la même chose, avant globalement que la solution ne se trouve, il y a finalement une virulence accrue, les derniers feux, si vous voulez, d'énergie de l'autre côté, même si on a vu ces derniers feux poser problème actuellement, notamment avec l'Union européenne, mais ça va, à mon sens, probablement se réguler. On est dans une situation aussi concrètement où ce blocage pose un souci, même au niveau économique, pour tout le monde. Tant que ce statu quo est maintenu, qui profite potentiellement des ressources du Sahara? Ces personnes, et certainement pas l'Algérie, pas vraiment le Maroc. Concrètement, ça peut profiter à des prédateurs extérieurs. C'est un petit peu ce que l'on a vu, si vous voulez, aussi dans le conflit statique que l'on voit entre la Turquie et la Grèce. D'ailleurs, ce sont finalement des gens à l'extérieur qui vont profiter de ce statu quo. Mais là, concrètement, il y a de moins en moins intérêt à maintenir ce statu quo pour la communauté internationale, de plus en plus intérêt à régler cette problématique qui bloque un développement économique nécessaire, parce que c'est un gros marché potentiel, le Maghreb, et deux, qui bloque aussi une zone qui, au niveau sécuritaire, est maintenant doit être absolument régulée. Mais pour l'instant, c'est pas le positionnement européen. Alors, il y a une contradiction. Cette Europe est pleine de contradictions, puisque d'une part, elle se pose la question de savoir si les populations bénéficient des ressources du Sahara marocain, et puis, d'une autre manière, elle les pénalise directement, puisque en remettant en cause cet accord, c'est les populations directement qui vont subir les affres de ces atermoiements de l'Europe. Mais vous savez, ce qui est important aussi, au-delà des chiffres, c'est que le Maroc a repris la main. Sous la conduite de Sa Majesté, le Maroc a repris la main, une main ferme, mais une main aussi pleine de bon sens, avec une orientation stratégique claire qui met l'individu au cœur du développement. Donc un développement durable, l'écotourisme, les infrastructures en eau, électricité, le potentiel de développement autour des ressources halieutiques, la construction d'infrastructures portuaires, routières. Le Maroc investit beaucoup. Le Maroc a beaucoup investi et c'est une zone qui bénéficie de la solidarité nationale. Effectivement, les Marocains des zones sud le comprennent bien. Après, ce qui est important, c'est de faire connaître cette position. Et je crois que cette reprise en main volontariste, proactive, est un signal qui est envoyé aux populations locales, mais elles le voient bien, mais aussi à nos partenaires européens qui doivent mieux appréhender, mieux connaître et mieux partager cette vision du Maroc nouveau. Et à charge aussi à cette nouvelle diplomatie qui est mise en place de diffuser et de vulgariser aussi ce qui est fait dans les zones sud. Et ça, il est clair que du fait du parasitage d'un certain nombre d'adversaires de l'intégrité territoriale du Maroc, tout cela n'a pas toujours été bien compris. Et il est clair qu'aujourd'hui, stratégiquement, les zones sud se positionnent, on souhaite les positionner comme un hub commercial et logistique vers l'Afrique de l'Ouest. Donc le Maroc, ancré dans cette Afrique, c'est effectivement ces zones sud qui vont permettre le développement des relations commerciales. Les infrastructures sont importantes. On a parlé d'infrastructures, je l'ai dit, routières, portuaires, un nouvel aéroport à Guelmim, une halle aux poissons, de la désalinisation de l'eau de mer, l'agriculture solidaire, le tourisme écologique. Tout ça participe aussi de la remise au centre du facteur humain. Et conformément aux recommandations notamment du CESE, il y a quelques années. Et donc, on ne peut que se réjouir de cette vision partagée, plus claire. On a vu que tous les ministres étaient présents, les acteurs régionaux, les acteurs économiques, les acteurs associatifs, les populations marocaines, sahraouies qui ont partagé cet élan. Et on a donc tous les éléments pour réussir ce pari. Donc, il faut consolider tout cela, mais ce sont des annonces extrêmement importantes. Je vous rappelle que Sa Majesté a été à plusieurs reprises et de façon continue dans les zones sud marocaines, et que tout cela, c'est des signaux forts à l'endroit des Marocains, mais à l'endroit aussi de nos adversaires. Parce que ce qui est important dans ce vaste jeu de dupes, puisque les Algériens et le Polisario sont en fait dans une situation extrêmement difficile, puisque
s'agissant d'une reprise en main ferme, ils sont pris au dépourvu. Parce que nous ne reculons pas sur cette affaire. Au contraire, on propose et on est actif là où certains sont plutôt dans une politique de dénigrement et de destruction. Mais vous disiez, Redouane Faddal proposait à qui, pour reprendre aussi un début de réponse de Mélanie Frédéric-Sigli, qui a pointé les incointances entre le Polisario et certains mouvements terroristes. Aujourd'hui, Talal Shakir, c'est un secret de polichinelle. Oui, bien sûr. Tout le monde le sait. Oui, tout le monde le sait. Puis bon, tout le monde Mais on en a parlé à plusieurs reprises ici même. Oui, tout le monde savait que, par exemple, le Kadhafi, à son époque, finançait directement les mercenaires du Polisario. On savait très bien qu'évidemment, ce sont des personnes qui se situent dans des zones de non-droit et que ils se nourrissent effectivement de trafic et autres, et que aujourd'hui le Maroc refuse absolument, même quand on propose des plans, des réunions de travail politique, de siéger au même plan que le Polisario, de façon à ce que nous sommes un pays souverain et le Polisario est un groupe de mercenaires composites, de personnes aujourd'hui en difficulté, donc on va pas y revenir. Maintenant, ce qu'il faut lire, c'est que ce sont quand même quelques milliards investis au niveau du Sahara depuis un bout de temps. Il y a eu le discours du 6 novembre qui a été important, et puis 3 mois après, l'action a suivi en termes d'énergie, en termes d'eau, en termes d'agriculture, en termes d'infrastructure. Ça n'est pas anodin, parce que c'est effectivement une région qui coûte, qui a coûté, moi j'ai dans mon papier, je suis revenu sur les 30 années antérieures avec Feu Hassan II, qui justement avait mis en place la construction, il a posé l'infrastructure du Sahara marocain. Oui, c'est et 40 ans de développement. Et là, c'est 40 ans, exactement. Ouais. Et je ne sais pas si les juges de la Cour de justice européenne ont fait un tour dans le désert pour voir comment c'est difficile, comment c'est un environnement hostile à l'homme, comment il est difficile d'y vivre, et comment aujourd'hui le Maroc, avec effectivement sa politique, arrive aujourd'hui à maintenir dignement ses populations et surtout à être attrayant. L'objectif, c'est d'attirer, que on soit plus dans un axe Casaraba, qu'on soit aussi dans un axe du sud, avec l'attraction d'investisseurs vers le sud. Justement, quand moi j'ai visité la ville de Boujdol, c'est une ville effectivement qui aujourd'hui dispose d'infrastructures, en tout cas urbaines, assez intéressantes. Il y a beaucoup d'espace. Je crois que l'objectif, c'est d'être capable de mettre en place une mobilité géographique des Marocains, de façon à ce qu'ils puissent aussi investir et s'investir dans cette zone-là. Maintenant, l'investissement marocain, comparé aux quelques milliers, je crois, ou même millions de dirhams que la pêche peut apporter, que nos adversaires estiment que l'on s'accapare sans bien répartir les revenus, c'est une grosse erreur de calcul. On compare pas des milliards investis avec quelques milliers de dirhams de la pêche. Donc il faut arrêter ce discours-là et puis prendre ses valises, prendre l'avion et atterrir à La Lune et voir ce qu'il en est véritablement. Ce qui est clair, c'est que ce que j'appelle moi les marionnettes désarticulées du Polisario aux mains de la junte militaire algérienne, donc ils ont perdu depuis très longtemps toute légitimité. On a parlé des détournements, de l'aide humanitaire, on a parlé effectivement de la prévarication, on a parlé des privations de ces populations qui sont kidnappées, empêchées de bouger. Et puis finalement, dans leur grande générosité, donc la junte militaire algérienne qui a un territoire immense et pour une grande part désertique, s'ils sont aussi généreux que cela et aussi donc préoccupés par la situation des populations anti-Douf, ils pourraient leur donner un bout de territoire, pourquoi pas, dans leur grande générosité. Mais on comprend bien que tout cela, c'est avant tout des affaires d'orgueil mal placé. La junte militaire algérienne ne fait depuis très longtemps plus de géopolitique, mais de la politique anti-marocaine tout simplement. Et je crois que il serait bien intentionné de s'occuper aussi de ce qui se passe en interne. Le peuple algérien est un peuple extrêmement intelligent, doué, talentueux, et il vit une situation extrêmement difficile, étouffé sur le plan de liberté, étouffé sur le plan économique. Et je crois que nous avons à offrir un modèle là où les Algériens n'ont pas de vision à offrir à leur population. Alors, en tout cas, pas les Algériens, la junte au pouvoir. En tout cas. Alors, ce qui est intéressant une chose sur laquelle on peut revenir aussi, c'est que finalement, le Maroc n'a jamais vraiment cédé sur les provocations algériennes. On a quand même toujours choisi une diplomatie pacifique. Alors, le Maroc n'a jamais cédé, mais concrètement, il y a eu une période où l'on pouvait considérer que le Maroc était diplomatiquement pas extraordinairement actif sur ce dossier, et on a vu du coup pas mal de coups qui ont été portés à la position marocaine.
Notamment il y a 2-3 ans, c'était pas si simple concrètement. Et là, on a eu un changement quand même de ton du Maroc au niveau diplomatique en règle générale. Ça a commencé avec la crise des accords de pêche, Oui. rappelez-vous. Oui. Et puis, à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir un durcissement de la position. Et là, le quarantenaire de la Marche verte a cristallisé globalement le moment où on en est arrivé à une position qui est celle du dénouement. On est vraiment au dernier acte. Et diplomatiquement, on s'est positionné donc assez différemment. Et ça, c'est assez notable. Mais d'une manière générale, on en a parlé, on est en plein repositionnement stratégique du Maroc sur la scène régionale et internationale depuis déjà 2 bonnes années. Et ce ne sont pas les dernières nominations à tout va au niveau diplomatique qui vont me contredire là-dessus. Ne baissons pas la garde. Attention, COP, la Bien COP, évidemment, qui est un distributeur important en Europe, vient garde, d'annoncer mais... qu'elle n'importera plus de produits du sud du Maroc. Donc dès Qui ça 2017, COP, qui est un gros distributeur des coopératives. Oui. Donc ne baissons pas la garde. Il y a aussi un souci sur les tomates. Il faut éviter de fanfaronner. Simplement, il faut continuer à travailler. Un travail de vulgarisation, de communication, de promotion de cette vision, parce que les adversaires sont toujours là. Mais concrètement... Et justement... Ouais. Excusez-moi. Oui, allez-y Mélanie. Et c'était vraiment mon dernier point, mais concrètement, je pense que là, on est quand même dans une période où, pour l'Europe même, malgré ce qui vient de se produire, ne pas soutenir le Maroc est presque suicidaire, parce qu'on reparle de la question migratoire, ne serait-ce que la question migratoire. On a besoin d'un Maghreb qui règle cette question pour verrouiller la Libye. Si on n'a pas ça, on a quoi? Alors une Libye occupée par l'Égypte? Mais c'est quoi la solution? Concrètement, il n'y en a pas 20 milliards. On a un problème de sécurité majeur, on a un problème économique de débouché qui devient majeur aujourd'hui, qui devient prioritaire. Tous ces éléments-là font que vraiment... Mais on prêche entre convaincus. Le problème, c'est pas de prêcher entre convaincus. Le problème, c'est d'aller effectivement vulgariser une position et la défendre. Je pense qu'au niveau de l'Europe, cette conscience-là se fait de plus en plus. Et même au niveau de l'Algérie, à mon avis, ça commence à bouger. L'urgence maintenant, et je pense que... Alors ça, c'est un point important que vous dites, on va y revenir. Les nominations des ambassadeurs et autres diplomates à travers le monde, cette nouvelle vague, cette nouvelle jeunesse quelque part, ce nouvel esprit doit insuffler justement une forme de pédagogie par rapport à notre souveraineté, par rapport à notre intégrité territoriale. Et je crois que aujourd'hui, on a compris qu'il y avait quand même du retard, il y avait une forme de classicisme qui était pas bon, et que justement les représentants du Polisario étaient actifs différemment et nos adversaires sont actifs différemment. Il faut aujourd'hui qu'on soit plus pédagogue, plus démonstratif, et qu'il faut comprendre aussi qu'il y a quand même une accalmie sur le terrain, parce que le Mali aujourd'hui est occupé dans ses problèmes intrinsèques, puisque c'est en général au nord du Mali que se cache le Front Polisario avec le sud de l'Algérie. La Mauritanie souhaite se détacher de la question. Je crois qu'il y a un isolement sur le terrain avec des financements qui ne sont plus possibles. Soit le Polisario rejoint... Exactement. Soit le Polisario rejoint AQMI et puis j'allais dire bon débarras s'ils vont vers l'ouest. Ce qui est déjà fait en partie. Oui, en grande partie. Maintenant, je crois que le combat, il est beaucoup plus sur le terrain diplomatique que sur le terrain des sables, j'allais dire. Le combat, il est en nous-mêmes, il est en chaque Marocain, Marocain du monde, d'être le diplomate, le porte-parole effectivement de ce projet, de le faire comprendre, parce qu'il me semble qu'il y a quand même quelques erreurs d'appréciation, d'interprétation, même si aujourd'hui on sent, Erdogan vient de le donner, qu'il y a quelques personnes qui se mobilisent contre le projet parce que peut-être qu'elles ont été convaincues par des entités. Il faut que nous fassions le travail, et ce travail-là ne doit pas être interrompu. Donc il y a des projets qui sont immenses. C'est aussi, n'oubliez pas que c'est un trait d'union, le Sahara marocain est un trait d'union vers l'Afrique subsaharienne qui de toute façon est en devenir. On en parlait il y a quelques avec nos invités de la COFAS, exactement, et que c'est aussi le trait d'union vers pourquoi pas une Afrique anglophone qui se développe rapidement. Donc la stabilisation, la participation, la collaboration de l'Union européenne dans ce projet effectivement peut rejoindre une question stratégique migratoire notamment, d'échange et de complémentarité économique. Donc il y a tout à gagner. Garder des conflits latents, parce qu'il y en a quand même un certain nombre entre le Maroc et l'Algérie, entre la Tunisie et l'Égypte, entre l'Égypte et la Libye. Garder ces conflits latents qui datent de la guerre froide. Il me semble qu'aujourd'hui c'est dépassé. On va pas y revenir. L'Europe a toujours soutenu le Maroc sur la question. L'Europe a toujours été claire dans ses positions. C'est pas aujourd'hui qu'il va falloir revenir et ressasser un conflit effectivement qui date de la guerre froide. Mélanie Frédéric-Sigli.
Pour la question de l'Algérie, Oui. on a d'une part on a un problème d'argent que tout le monde a soulevé, mais c'est quand même important de le réitérer clairement. Le financement du Polisario, c'était quelque chose d'une période de vache abondante et sympathique qui gambadait dans les prés. Mais là concrètement, on a un problème parce que le pétrole est pas assez cher, parce qu'on a une crise structurelle sociale, parce que. Ensuite, on a bien vu les problèmes en interne de stabilité que traverse le pays. On a bien vu d'ailleurs la restructuration politique qui est en cours en vue de l'après-Bouteflika. Donc c'est quand même très très compliqué si vous voulez. Là, ils ont un petit peu d'autres chats à fouetter. Oui. Donc à partir de ce moment-là, je pense que même si le soutien au Polisario n'est pas retirable si simplement que ça, parce qu'il y a quand même aussi une question de positionnement. Pourquoi cette rivalité au départ, en dehors de l'ouverture sur l'Atlantique? C'était parce que concrètement, ce sont les deux pays, le Maroc et l'Algérie, qui étaient susceptibles de dominer le Maghreb. Et cette rivalité, il est difficile d'avaler qu'on l'a perdue concrètement sur le terrain. D'autant plus qu'à la base, l'Algérie bénéficiait de plus d'avantages. Mais là, de facto, ils ont quand même très moyen le choix. Alors, ce qui est intéressant, et je le disais il y a quelques mois dans une tribune, tant que Bouteflika sera au pouvoir, effectivement, il y a peu de chances que les choses bougent. Le problème, Même c'est qu'il y a si en interne, effectivement, des voix dissonantes se font jour. Dans un certain nombre de partis, il y a un ancien Premier ministre qui vient donc de faire une sortie sous couvert de l'anonymat en disant qu'il fallait absolument que l'Algérie change son paradigme à l'endroit du plan d'autonomie. Et ça a été repris d'ailleurs par le quotidien d'Oran et repris par le quotidien, le journal US américain, donc Huffington Post, qui dit que le fait que cette publication généralement pro-gouvernementale fasse une ouverture, donc le quotidien d'Oran, sur l'affaire du Sahara, pointant du doigt donc la menace terroriste qui doit pousser le gouvernement, dixit ce quotidien, qui doit pousser le gouvernement algérien à reconsidérer son soutien au Polisario, ajoutant même que des leaders politiques et du monde des affaires commencent à dire la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des voix aujourd'hui dissonantes par rapport à la politique officielle algérienne à l'endroit du Maroc et de son Sahara. Mais bien entendu, tant que Bouteflika reste l'homme fort du pays, il est peu probable que les choses évoluent. Même si il est clair que la position ne pourra plus être aussi tenable au fur et à mesure que l'on avance dans une crise économique et financière sévère, et au fur et à mesure, effectivement, qu'il y a des pressions. Il y a des pressions américaines, et on a bien vu que la position affirmée par Sarkozy et la position plus favorable au Maroc, affichée en général par ces partis de droite et Sarkozy qui l'a réaffirmé, gêne un peu les leaders algériens. Mais on a des élites économiques, des élites politiques qui disent attention, il ne faut pas que nous soyons aveuglément le soutien des séparatistes et que nous devons changer de politique, se départir de cette vision-là, parce que, bien entendu, l'Algérie est dans une situation économique difficile, mais aussi il y a des menaces terroristes. Et bien entendu, les hommes d'affaires sont généralement pro-relation, hein, c'est-à-dire qu'ils veulent l'ouverture de l'Algérie parce qu'effectivement, ils se sentent à l'étroit et ils se sentent en difficulté sur leur marché intérieur. Et donc, bien entendu, il y a une élite ouverte. D'ailleurs, je crois qu'un haut dirigeant, de hauts dirigeants marocains politiques sont partis donc, pour le 40e jour du décès de Hossein Aït Ahmed. Et qu'ils ont été très bien accueillis. Ils ont été bien accueillis et qu'ils ont réaffirmé la nécessité